Continue sur Sika, désormais accessible sur le bouquet CanalSat au canal 178. Sika, le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro de l'émission Angle de vue sur Sika. Merci pour votre fidélité. À travers le monde, des pathologies explosent, se répandent, ravagent de pays en pays, font semblant de disparaître et ressurgissent à nouveau. Sont prévus donc ce vendredi 3 thèmes d'actualité du domaine de la santé à discuter. En premier lieu, il sera question de faire le point de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola au Bénin et sur le continent. Les forces et faiblesses de la gestion qui en a été faite jusqu'à présent ainsi que les résultats obtenus. Mais ce sera aussi l'occasion d'aborder la problématique de la fièvre à virus Lassa. La seconde articulation de notre émission se consacrera à ce sujet. Nous ferons donc le récapitulatif de la lutte contre cette épidémie au Bénin et dans la sous-région. En dernière partie de Angle de vue du jour se situe l'épidémie du virus Zika, lequel virus a actuellement le vent en poupe en Amérique latine du Sud et récemment au Pérou. Le moustique vecteur de la maladie est-il présent en Afrique et au Bénin? Nous essaierons donc de répondre à cette préoccupation sans occulter la nouvelle donne, suivant laquelle le Zika est aussi transmissible par voie sexuelle. Un paramètre qui expose davantage, vu la mondialisation qui favorise la libre circulation des personnes. Mais d'entrée, nous vous proposons de suivre ce point de l'actualité à travers le flash d'info. Un traitement du sang combinant des rayons UV et la vitamine B peut réduire significativement par transfusion sanguine le risque de transmission du paludisme. Cette technologie pourrait également s'avérer prometteuse pour détruire dans le sang les virus du sida et ceux d'Ebola et du Zika. La France va suspendre jusqu'à la fin de l'année les importations de cerises traitées avec le diméthoate, un insecticide contesté. Il s'agit selon le ministère de l'Agriculture de protéger les consommateurs face aux risques sanitaires de ce produit interdit en France depuis février. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé jeudi vouloir légaliser la marijuana à usage thérapeutique et autoriser la possession de 28 grammes au maximum pour consommation personnelle. Voilà pour ce qui est de notre flash info. Nous le disions à l'entame de cette émission, au menu Ebola, Lassa et Zika. Pour décortiquer ces sujets, deux invités dans ce studio. Lucien Toko, il est le directeur national adjoint de la santé publique. Lucien Toko, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur l'émission Angle de vue. Merci beaucoup. Alors, nous avons également un deuxième invité. Il a pour nom Jean-Pierre Chicoine. Il est de l'équipe sanitaire de Oxfam Québec. Jean-Pierre Chicoine, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. D'avoir accepté quand même cette invitation. Ça fait plaisir. Alors, voilà donc, madame, monsieur, nous lançons donc le débat dans un instant, juste après ceci. Notre premier sujet du jour porte donc sur la fièvre à virus Ebola. L'épidémie a fait des ravages dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest de façon éparse dans le monde. Plus de 28 000 cas et plus de 11 000 décès ont été donc recensés. Alors, Lucien Toko, la panique a entre-temps secoué les populations béninoises avec des rumeurs qu'il y avait des cas d'Ebola dans le pays. Comment est-ce que le ministère a eu à gérer ce vent qui a soufflé? Merci beaucoup. Avant de donner une réponse à votre question, je voudrais vous remercier de nous avoir invités pour faire ce point rapide et remercier les auditeurs qui en ce moment sont en train de nous suivre certainement avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que au début de cet épisode d'Ebola en Afrique, qui avait commencé par la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, au moment où cette fièvre faisait ses ravages
au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous étions d'une manière ou d'autre dans une situation d'attente. Nous étions un pays à risque, étant donné les liens que nous avions avec ces pays, les populations, dont le Nigeria. Et surtout, le problème, nous sommes devenus un pays à grand risque lorsque le premier cas du Nigeria a surgi. Et dans la semaine qui a suivi ce premier cas du Nigeria, nous avions eu des rumeurs intenses de présence de malades. C'était au CHD Porte-Novo que cela s'est tenu en cette période-là. Et il y avait une panique véritable parce que nous étions déjà au moment où on nous appelait pays à risque, étant donné que nous avions des relations fortes avec les pays, la Guinée, les Guinéens qui traversaient nos frontières pour aller, pour faire les affaires, qui venaient chez nous. Nous étions déjà en train d'informer les populations et la mondialisation de la communication aussi faisait son bout de chemin. Ce qui a fait que le premier cas de rumeur qui est arrivé à l'hôpital a d'abord créé une cause au niveau des agents de santé. C'est d'abord au niveau des agents de santé que le problème s'est posé. Comment est-ce que vous avez géré donc ce vent qui a soufflé? Oui, dès l'entame du vent, étant donné que nous sommes au niveau du ministère de la Santé, on est qualifié. Il y a des gens qui ont l'information de comment est-ce qu'il faut prendre en compte ces éléments. Tout de suite, nous avons activé notre système d'alerte. Et ce système d'alerte a essayé de contrer cette situation de panique. Cela veut dire quoi? Essayer de voir au niveau du cas quels sont les éléments qu'on pouvait mettre en place pour calmer et le malade et surtout les agents de santé qui paniquaient. C'est ça. Qu'est-ce qui en a résulté? Le résultat, c'est que d'abord, il y avait une conséquence qui était très difficile à gérer, c'était que les agents ne voulaient plus approcher ce malade. Donc, il fallait quand même, étant donné que nous avons comme vocation de prendre en charge les malades, il fallait quand même que ces malades soient pris en charge. Il fallait donc sensibiliser certains agents, certaines personnes pour, en montrant par des exemples, que ces malades soient pris en charge et que nous rassurons les agents de santé. Parce que la panique était que si cela arrivait ailleurs, ça risquait de devenir grave. Heureusement, ce cas n'était qu'un cas de rumeur. Parce qu'on l'a géré, le prélèvement s'est fait tout de suite et le prélèvement a été envoyé pour chercher à confirmer le cas. Et ce malade a commencé par être pris en charge. Heureusement, ce malade n'a pas perdu la vie. On a pu prendre en charge ce malade jusqu'à ce que ce malade sorte de l'hôpital. Et le prélèvement est revenu négatif. Et il n'y a plus d'autres cas il n'y a jamais eu de cette sorte. Il y a eu rien que des rumeurs, mais les prélèvements, tout ce qu'on a fait comme prélèvement s'est révélé négatif. Donc, cet épisode d'Ebola qui a traversé les pays de l'Afrique n'a pas pu toucher le Bénin parce que nous étions... nous avions eu le temps et nous sommes jetés dans la bataille très tôt. Il y avait un état de veille. L'état de veille était permanent. Alors, quelles sont les forces et faiblesses, donc Jean-Pierre Chicoine, les forces et faiblesses des politiques menées dans l'un ou l'autre des pays de la sous-région où est apparu, où a sévi donc Ebola? Quelles sont comment est-ce qu'on peut analyser la manière de lutter contre l'épidémie? Je pense que on va commencer par le Bénin pour aller vers la sous-région. Oui. Je pense que la force du Bénin, dans le cas d'Ebola, c'était de mettre en place, il y a une commission qui a été mise en place afin de répondre à un certain nombre d'éléments par rapport à Ebola, que ce soit la mobilisation sociale, que ce soit le traitement, que ce soit la logistique, et ainsi de suite. Donc, le ministère ayant mis en place ces mécanismes-là, ça permet à différents partenaires de mieux se coordonner et d'appuyer d'une façon plus stratégique le ministère.
Au-delà du Bénin, si on pense à la Guinée, Libéria, Sierra Leone, il y a eu des enseignements suite à cette fièvre Ebola. Un des enseignements, c'est la gestion d'une crise, la gestion de l'urgence. On est face à une situation où on ne peut pas réagir comme si on est dans un programme de développement normal ou dans une situation de, je ne sais pas moi, d'une inondation. C'est très différent. Donc, la question de timing, de temps, de coordination ont été des enseignements majeurs pour les questions de mobilisation. Je ne parle pas du traitement, moi je ne suis pas un spécialiste médical, mais dans le cas de l'appui donné à différents partenaires dans ces pays, c'est le temps de réaction, d'une part. D'autre part aussi, et le docteur Toko l'a soulevé, de convaincre les agents aussi qu'il faut prendre les patients en charge. On ne peut pas non plus, en tant que personnel de la santé, se retirer et laisser les patients comme ça. Donc, c'est toute la question de la protection des individus qui travaillent dans le système de santé. Et on s'est aperçu dans plusieurs pays qu'il y avait des failles au niveau de la protection. Donc, comment faire pour que la protection ne soit pas seulement là au moment d'une épidémie, mais d'une façon régulière, normale et annuelle. Est-ce que là, vous ne pensez pas qu'il y a un problème de formation du personnel de la santé? Parce que si le personnel avait été très bien formé, il n'y aurait pas eu peur d'approcher les malades, il n'y aurait pas eu peur de faire leur travail vis-à-vis des patients qui venaient. Oui et non, ça peut dépendre des fois des individus. Vous savez, la formation que vous avez reçue vous-même, vous pigez à l'intérieur de cette formation des éléments à des moments précis. Je pense que les agents de santé ou les relais communautaires, si je parle pour les questions de mobilisation, n'ont pas eu nécessairement de formation spécifique au préalable à toutes ces fièvres hémorragiques qui existent. Donc, il faut être en mesure de réagir rapidement auprès de ces gens pour assurer que la formation va passer rapidement. L'autre élément aussi qui est mis en exergue par ces fièvres, c'est toute la question de l'hygiène et de l'assainissement. C'est le plus grand point sur lequel nous devons travailler actuellement. C'est ça. Alors, merci Jean-Pierre Chicoine. Il y a quand même une conscience qu'il y a un petit problème de par les pays africains et au Bénin. Il y a un problème par rapport à notre système de santé qui laisse à désirer. Quand même, ceci ne donne pas la confiance qu'il faut aux populations d'aller vers nos hôpitaux. C'est vrai qu'au niveau de nos systèmes de santé, il y a un certain nombre de problèmes. Et la plupart de ces problèmes sont liés aux capacités des formations sanitaires, des centres de santé, des hôpitaux, aux capacités à prendre en charge un certain nombre de maladies. Et il y a aussi un problème culturel qui fait que les populations tout de suite recherchent des grands moyens. Quelqu'un qui souffre d'une fièvre, qui se trouve à côté d'un hôpital, préfère aller dans l'hôpital plutôt que d'aller dans un centre de santé. Donc c'est un problème d'éducation de la population sur les paliers de soins. Et si tout le monde veut aller au CNHU où on ne prend pas en charge, je donne un exemple comme ça, on ne prend pas en charge tout ce qui a fièvre et que le CNHU est débordé, vous voyez la qualité des soins qu'on pouvait offrir des au soins niveau à la va-vite. Donc, c'est vrai, nos systèmes de santé ont un problème de capacité de prise en charge. Les compétences, je pense que les compétences existent, mais la capacité de prise en charge due au fait que les ressources mises à la disposition du système sanitaire sont limitées, et ça pourrait être un problème. Il y a aussi alors parfois, que ça devrait être une priorité. Voilà. Il y a aussi parfois des problèmes organisationnels, mais je crois que ce problème organisationnel est moindre que la volonté au niveau des agents qui sont en train d'utiliser le système d'aller vers leur serment. Ça veut dire quoi? Quand on va vers un centre de santé, quand on veut être agent de santé,
il faut l'être par amour. Mais si c'est parce que vous n'avez pas des ressources ailleurs, que vous êtes là-bas, vous n'allez pas répondre aux besoins. Comme cela se doit. Et tout ça, ça influence le système. Donc, même si on met en place un bon système, il faut que ce système ait des moyens pour pouvoir agir. Il faut que les agents aient conscience qu'ils sont dans un système qui n'est pas un système qui nécessairement doit être un système pour s'enrichir, mais pour offrir un sacerdoce. Un sacerdoce. Et c'est ça qui est le problème fondamental de nos systèmes sanitaires. Et il y a aussi, je disais, un problème culturel. Nos populations ont tendance à aller vers un système le moins cher, d'après eux, avant d'aller vers le système... Parfois, c'est trop tard. Parfois, c'est trop tard. Et ainsi, nos systèmes, déjà faibles du point de vue capacité, ne sont pas toujours à même de réagir lorsque le problème est déjà un problème crucial. Alors Jean-Pierre Chicoine, Oxfam Québec quand même a contribué à cette lutte-là, à la lutte au Bénin, entre autres Ebola, Lassa également. À quel niveau est-ce que vous intervenez? Oui, nous c'est plus au niveau d'Ebola, Lassa, comme vous l'avez dit. On intervient surtout dans les aspects de prévention. On veut prévenir la propagation de la maladie. Comment on peut le faire? C'est un projet, bien sûr, donc qui est bilatéral entre le gouvernement canadien et le gouvernement béninois. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre d'éléments et dans des départements et des communes. Comment on le fait? Bien, c'est par de la formation au niveau des relais communautaires, la formation d'agents, mais c'est aussi dans les écoles. Parce que des lieux de propagation publics, comme les écoles, comme le marché, comme les gares routières, comme les centres de santé, il faut intervenir en termes de prévention. Donc, c'est beaucoup par des affiches, c'est beaucoup par de la formation, c'est beaucoup par de l'encadrement et du suivi. Et le plus simplement possible, se laver les mains. Hein, c'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Utiliser les latrines, parce qu'il y en a dans plusieurs services. On s'aperçoit que même dans certains centres de santé, les latrines ne sont pas utilisées par les patients. Au niveau des écoles, il y a beaucoup de difficultés. On peut y arriver. Dans les marchés, les questions d'assainissement aussi doivent être prises en charge d'une façon plus rigoureuse par les communes. Donc, tout ça mis ensemble, c'est possible d'éradiquer cette maladie-là, Lassa. Alors, je reste avec vous, Jean-Pierre, pour demander comment donc comprendre le fait que, par exemple, on déclare la fin de l'épidémie dans un pays et que quelques jours après la déclaration de la fin de l'épidémie, que cela ressurgisse. On a assisté à ça plusieurs fois en Guinée, en Sierra Leone et également au Libéria. J'allais dire que ce sont excusez le terme, des maladies traîtres qui se mettent en dormance et qui ressurgissent. Les virus de fièvre hémorragique, on les a découverts quelquefois dans les années 40, 45, 50. On en a entendu parler en 70, après ça en 87 et ainsi de suite. Donc, il faut être très prudent dans le sens que ce soit Ebola et Lassa, on va déclarer probablement que l'épidémie de Lassa est terminée au Bénin bientôt. Donc, ça signifie qu'il ne faut pas arrêter. Il faut continuer au niveau de la mobilisation et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'au niveau d'Oxfam, on a appuyé le ministère pour protéger les agents. On a trouvé des financements pour trouver du matériel, pour protéger les agents. Parce que si l'agent est protégé, la population aussi va se permettre d'aller au centre. Si elle sait que l'agent est protégé, donc ça le rend plus sécure. Donc, protégeons les agents, donnons des outils performants à ces agents-là. Alors, ce sera tout, si vous le voulez bien, ce sera tout pour notre premier sujet du jour. Notre deuxième sujet porte sur la gestion de l'épidémie de la fièvre à virus Lassa au Bénin et sur le continent africain. Nous lançons donc le débat avec nos invités après cette pigule. Et
Et nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Angle de vue, gestion de l'épidémie de la fièvre à virus Lassa sur le continent. Cela a été un autre point de panique, mais camouflé par la campagne électorale 2016, comme au Bénin par exemple. Où en sommes-nous, docteur Lucien? Oui, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est vrai, le Lassa ne nous a pas surpris, parce que nous étions déjà dans l'épidémie de Lassa au moment où nous courions autour de l'épidémie d'Ebola. Et le Bénin attendait Ebola, et c'est Lassa qui est survenu. Vous vous rappelez, en 2014, en pleine épidémie au Nigeria. Je veux rappeler que le Lassa, cette fièvre, est une fièvre endémique au niveau du Nigeria. Donc ça veut dire quoi? Il y a des États du Nigeria qui font de manière endémique, qui vivent ce problème de santé. Et le Bénin n'a jamais particulièrement été touché. Et subitement, pour la première fois en 2014, le Bénin, ça a surgi au Bénin, c'était à Tangueta. Et du fait que nous étions préparés, nous étions en pleine campagne de prévention, en état d'alerte contre Ebola, alors notre réaction était prompte. Et ça a fait qu'on a pu séquencer ce problème au niveau de Tangueta. Surtout qu'il s'agit quand même d'une fièvre qui n'est pas si loin de la fièvre Ebola. Voilà, les modes de prévention, les formes de contamination d'une certaine manière, et la chance qu'on avait, il y a un traitement pour Lassa. Ok, donc tous ces éléments mis ensemble nous ont permis de séquencer ce problème au niveau de Tangueta, et ça a disparu. C'est ça, c'était en 2014. Subitement, en 2015, on semblait être surpris. Je voudrais dire que l'avantage que nous avions au moment où nous avions eu l'épisode de 2014, on n'avait plus cet avantage parce qu'on a baissé les bras. Bon. C'est ça. C'était l'erreur. C'était l'erreur. Nous avons baissé les bras, ce qui a fait que en 2015, nous étions surpris. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas tiré le son de tout ce qui s'est passé dans la sous-région par rapport à Ebola, où les gens ont baissé la garde et que l'épidémie a ressurgi? Je crois que si vous dites qu'on n'a pas tiré le son, vous avez en partie raison. Mais vous comprenez que les priorités changent dans le temps. C'est vrai qu'en ce moment, la priorité chez nous, ce n'était pas ça. Et les élections arrivaient, vous savez tout ce que ça donne comme mouvement de foule. Et le fait que nous avions autre priorité en ce moment nous a fait baisser la garde. On aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire si on avait déjà, lorsque cette fois-ci c'est survenu au Nigeria, si on avait pris certaines dispositions, là je le reconnais, si on avait pris certaines dispositions, on aurait pu séquencer la situation. Aujourd'hui, heureusement, nous sommes, je dis heureusement, parce que nous n'avions pas atteint le nombre de cas du Nigeria. On ne peut pas se comparer au Nigeria vu sa population, c'est vrai. Mais nous avons quand même enregistré des cas. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur tout le territoire national, où étaient concentrés les cas recensés et comment est-ce que cela a été géré? Sur le plan national, nous avions recensé beaucoup de cas. Mais les cas réels que nous pouvions appeler aujourd'hui en faisant le point à ce jour, c'est 54 cas. Même autour de ces 54 cas, les 54 cas n'ont pas été confirmés. Il y a eu des cas confirmés, c'est-à-dire... Combien de cas confirmés? Il y a eu, sur les 54 cas, nous avions eu 16 cas sont confirmés. Combien de décès? Il y a eu au total 28 décès. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et les décès, pourquoi 76 cas confirmés et 28 décès? Parce que, en fait, lorsqu'on parle de cas, il y a d'abord les cas suspects. D'accord? Les cas suspects, par définition, c'est les cas où on n'a encore pas fait de prélèvement, mais les signes sont là. D'accord? On n'a pas encore... Quand on fait le prélèvement, alors on identifie les cas confirmés. OK. Maintenant, les décès peuvent arriver sur des cas suspects. Quand le décès arrive alors qu'on n'a pas encore les résultats, ou bien qu'on n'a pas fait le prélèvement, c'est des cas probables. On peut les identifier comme des cas. C'est-à-dire quand je parle de 54 cas, c'est des cas suspects.
Et dans ces cas, il y a les cas confirmés, il y a les cas probables et les cas suspects. D'accord? Donc, voilà un peu la situation aujourd'hui, c'est que nous avions enregistré, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avions enregistré 54 cas suspects. Et ce seraient les faux cas, les cas qui ont été enregistrés comme des cas de Lassa, de fièvre Lassa, et qui ont été confirmés négatifs. C'est-à-dire, ce n'est pas des cas. Comment est-ce que ces cas sont répartis sur le territoire? Sur le territoire national, tous les départements ont été touchés. Le département le plus touché, c'est le département du Borgou et surtout la zone de Tchaoro. Et cela se comprend. La frontière de notre grand Tchaoro est avec le voisin Nigeria. À quel niveau vous trouvez-vous aujourd'hui de la lutte? C'est-à-dire, vous avez mené la lutte jusque-là. Quels ont été les résultats tirés? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, j'ai résumé presque déjà en disant que nous avions enregistré au total à ce jour. On a eu 54 cas, nous avons eu 28 décès. Aujourd'hui, dans nos hôpitaux, il y a seulement 2 cas qui sont encore hospitalisés. C'est vrai que le dernier cas enregistré, c'est le 14 avril dernier que nous avions enregistré le dernier cas. Le premier cas, je rappelle que ça a été enregistré en janvier. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, nous pourrons dire que le problème de santé que constitue la fièvre hémorragique à virus Lassa au Bénin est en train d'être maîtrisé. Maîtrisé dans la mesure où la plupart des cas contacts, parce que c'est de là que ça survient. Je souligne en passant que nous n'avions pas eu de cas autochtones. Tous les cas ont été, pour la plupart, des cas importés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cas que nous avions enregistrés ont été par contact avec un autre cas venant du Nigeria. C'est ça. Donc, c'est des cas importés. Oui. Ce que je veux savoir aussi, c'est de voir, est-ce que le Bénin a par exemple un cas d'isolement? Comment est-ce que quand vous détectez donc, les symptômes et que vous faites les tests et que ça s'avère positif, quelles sont les dispositions que vous prenez? C'est quoi la procédure? Non, pour les dispositions, Jean-Pierre venait d'en parler, il y a eu la plus forte disposition qu'on a prise, c'est la mise en place d'un comité de crise. Depuis la situation d'Ebola. Et c'est ce même comité de crise qui a géré la situation à ce jour. Et ce comité de crise était composé de plusieurs commissions. Et chaque commission avait pris des dispositions de manière à ce que nous avions installé des centres de prise en charge dans presque tout le pays. Au niveau des départements, il y avait des centres de prise en charge. Et il y avait des équipes. Et le cas de l'hôpital qui a été le plus touché par ce problème, c'est l'hôpital du Papané. Il y a eu une équipe composée des gens qui ont eu une expérience avérée dans cette prise en charge à travers les formations qu'ils ont subies à l'étranger, dans les pays qui ont été touchés. Ces personnes et des volontaires engagés qui ont été appuyés, l'équipe de Papané, pour faire la formation. De la même manière, ces mêmes équipes ont fait la formation des équipes de prise en charge au niveau des centres de prise en charge. En dehors de cette équipe-là, et ce qui était fondamental, c'est les équipes de surveillance épidémiologique qui existent dans toutes les zones sanitaires. Et c'est eux, ce sont ces équipes, lorsqu'il y a un cas, qui font l'investigation qu'il faut. Et ces investigations nous ont permis alors de cerner les cas. Et surtout de surveiller les cas contacts, parce que c'est des cas contacts qui étaient qui rentraient la situation très positive. C'est ça. Alors, Jean-Pierre Chikwane, quand même, à votre analyse, c'est quoi la part de responsabilité des États eux-mêmes? Par exemple, quand survient une crise, comme par exemple la fièvre à virus Lassa ou à virus Ebola, c'est quoi la responsabilité du pays même dont la population subit donc cette crise-là? D'accord. Bon, je pense que le pays a certainement la première responsabilité. Et cette première responsabilité-là, c'est d'alerter les populations.
Je pense qu'il faut absolument que le système d'alerte dont parlait le Dr Toko soit vraiment performant pour qu'on puisse alerter. Ça signifie en même temps que ce système d'alerte-là doit passer par des moyens de communication, que ce soit la radio, la télévision, les journaux, pour que ça soit diffusé à travers le pays. Il faut alerter. Le deuxième élément, je pense, qui est important, on vit dans un monde actuellement très petit. Ça signifie que le pays doit informer les pays voisins, doit informer, exemple, au niveau de la santé par l'OMS, que l'OMS soit informée, qu'elle travaille en collaboration étroite avec le pays dans lequel elle est. Donc, une première responsabilité. D'autres responsabilités, c'est que les pays doivent se doter de plans de contingence. Le Bénin en a un. A fait un grand effort en 2014-2015 pour se doter d'un plan de contingence. Je pense que ce plan de contingence-là aurait dû ou devrait, dans les prochaines années, être encore plus serré et aussi bénéficier de fonds disponibles au moment d'une crise. Je pense que c'est peut-être l'effort que le Bénin doit faire. L'autre élément, c'est qu'on pense souvent à l'État en termes de le gouvernement, et c'est très loin peut-être de la personne qui vit au village. Mais il n'en demeure pas moins que les communes ont une responsabilité. Quand on sait qu'un certain nombre de communes sont voisines du Nigeria, où les gens vont et viennent quotidiennement ou pour des grandes fêtes et tout, les communes aussi ont un devoir de travailler avec les centres de santé qui existent dans les communes. Ça ne peut pas se faire seul, il faut qu'il y ait une collaboration très intense. L'autre élément qu'il faut retenir, et on pense que, comment je pourrais dire, ces fièvres deviennent comme récurrentes dans certains pays. Le docteur Toko parlait tantôt que cette fièvre-là est endémique au Nigeria. Le Nigeria va tout le temps être le voisin du Bénin. Donc, ça signifie que dès demain, il faut avoir un plan d'action, qu'on sait que l'an prochain, à telle période de l'année, probablement que cette fièvre pourrait ressurgir. Donc, comment on fait pour préparer, soit en termes de mobilisation sociale, soit en termes de formation, soit en termes d'investissement pour protéger les agents? Donc, il y a certainement des leçons qu'on doit... Il faut des prévisions, en fait. Il faut anticiper sur... Très anticiper, et c'est de l'urgence. On ne peut pas gérer ça de la même manière. On est dans une crise, il faut réagir en temps de crise, peu importe les autres situations dans le pays. Exactement. Ça, c'est très important, peu importe qu'il y ait d'autres priorités à ce moment-là, puisqu'il s'agit de vie. Donc, il n'y a pas de conditions à cela. Alors, Luc Toko, dites-nous, est-ce que le Bénin est aujourd'hui prêt si, par exemple, le virus Ebola venait? Ou dans quelle mesure est-ce que nous sommes prêts? Ou est-ce que notre système sanitaire est-il robuste? Très rapidement. Oui, notre système sanitaire a certes encore des problèmes. Mais je pense que ce que l'on devait faire pour ce qui est de la formation, nous sommes très avancés. Avec l'appui des partenaires surtout, nous sommes très avancés dans le renforcement des capacités des agents. Ce qui reste à faire, c'est de rendre solide notre système au plan organisationnel et de sensibiliser les acteurs de ce système à savoir pourquoi ils sont dans le système sanitaire, surtout les agents sur le terrain. Et sur ce plan, on aurait réglé une partie du problème. L'autre problème, si je voulais compléter, il faut un engagement politique fort pour faire face aux problèmes de santé. Parce que nous avons souffert de peu d'engagement politique dans la lutte contre surtout le Lassa. Nous n'avons pas au Bénin un seul laboratoire qui pourra détecter, qui pourra faire le test, voilà. Cette maladie. C'est une aberration. Après, ce que nous avons vécu depuis 2014, par rapport à Lassa, ce qui se trouve dans la sous-région, nous devions prendre des dispositions. C'est vrai que nous avons commencé un certain nombre de choses à faire, notamment la construction d'un laboratoire de niveau qui n'est pas encore opérationnel. Et on aurait pu chercher d'autres alternatives. Nous étions dans l'alternative, par exemple, d'avoir un laboratoire mobile. Nous avions, au niveau du ministère de la Santé, pris toutes les dispositions pour que là se fasse, mais nous n'avons eu personne devant nous pour nous dire, voilà,
au niveau du ministère de la Santé, vous avez pris cette disposition, alors on pourra vous appuyer. Et là, c'est une souffrance que nous continuons à vivre. À ce jour, nous n'avons pas un laboratoire, nous sommes obligés de solliciter des laboratoires qui ont leurs problèmes. Donc ça fait partie des difficultés que... c'est aussi un appel en même temps. Oui. Alors merci Lucien Tokor. Très rapidement, donc ce sera tout pour cette deuxième débat du jour. À présent, voici un nouveau point de l'actualité sur le continent africain et dans le monde avant la troisième partie de cette émission. Un traitement du sang combinant des rayons UV et la vitamine B peut réduire significativement, par transfusion sanguine, le risque de transmission du paludisme. Cette technologie pourrait également s'avérer prometteuse pour détruire dans le sang les virus du sida et ceux d'Ebola et du Zika. La France va suspendre jusqu'à la fin de l'année les importations de cerises traitées avec le diméthoate, un insecticide contesté. Il s'agit, selon le ministère de l'Agriculture, de protéger les consommateurs face aux risques sanitaires de ce produit interdit en France depuis février. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé jeudi vouloir légaliser la marijuana à usage thérapeutique et autoriser la possession de 28 grammes au maximum pour consommation personnelle. Le débat se poursuit sur Sika. Notre troisième débat du jour porte sur le Zika dans le monde, la portée du virus et son étendue. Nous lançons donc le débat juste après cette virgule. Cette émission se poursuit avec nos invités. Eh bien, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons voir ensemble une interview que nous a accordée le professeur Armel Djenontin. Il est enseignant-chercheur à l'université. Il nous donne des détails sur le moustique vecteur du Zika. À travers le monde, il y a plus de 3500 espèces de moustiques déjà décrites. Mais ici au Bénin, les différentes études que nous avons menées dans différents faciès nous ont permis, selon les localités, selon les faciès, d'observer une trentaine d'espèces, je veux dire. Ce qui veut dire qu'on peut dire au Bénin, il y a au moins 30 espèces de moustiques, ce qui n'est pas limitatif, parce que cette étude ne visait pas à établir la diversité des moustiques en soi, mais cherchait les moustiques impliqués dans une maladie donnée, et donc c'est en les recherchant contre d'autres avec eux. Nous avons effectué plusieurs études aussi bien dans le sud du Bénin que dans le nord du Bénin, et ces moustiques ont été récoltés. En un mot, Aedes aegypti existe au Bénin, mais cela ne signifie pas que les arbovirus, les virus que ces moustiques transmettent, circulent au Bénin. Puisqu'il y a une différence entre la présence de moustiques et la présence du pathogène qu'il transmet. Aedes aegypti est le moustique le plus facile à distinguer pour les entomologistes, même débutants. Il s'agit d'abord de constater que ce moustique, comme tous les Aedes, en position de repos est parallèle, ses ailes sont parallèles au support, contrairement aux moustiques qui transmettent le paludisme, qui au repos, eux, sont un peu obliques au support. Deuxièmement, Aedes aegypti est un moustique très sombre, avec des taches blanches un peu partout sur le corps et également sur les pattes. Également sur la partie antérieure du thorax de ce moustique, on peut voir deux arcs blancs qui sont très caractéristiques de ce moustique et personne ne se trompe. Même presque à l'œil nu, on arrive à les distinguer. D'abord que la maladie Zika est une arbovirose, donc une maladie causée par un virus. Le rôle de moustique dans cette situation, c'est de faire passer le virus à l'homme. Donc, si le moustique pique un homme, soit il prend le virus chez lui, soit il lui donne le virus. Pourquoi? Parce que avant de piquer un hôte, le moustique doit lui envoyer un peu de salive contenant des molécules anesthésiques pour l'endormir. Et si cette salive-là contenait des virus, le virus va partir dans l'organisme de la personne pour aller développer la pathologie. Si en revanche, le moustique, en voulant sucer le sang,
il retrouvait des virus dans le sang de la personne infectée, il le prendrait et ira transmettre à une autre personne au cours d'une piqûre ultérieure. Mais tout ceci n'est pas mécanique. Avant que cela ne se passe, il faudrait que les conditions autour à la fois des vertébrés et des moustiques permettent le développement du virus aussi bien chez le moustique que chez le vertébré. Les Aedes sont des moustiques qui ont la caractéristique d'avoir des œufs qui résistent à la sécheresse. Donc, dans les pays où se trouvent ces moustiques, il suffit qu'ils pondent leurs œufs sur des pneus, par exemple, des pneus qui sont des endroits sombres où ils ont l'habitude de pondre des œufs également. Et ces pneus, après le transport vers nos pays, vont se retrouver dans un environnement humide et les œufs vont s'éclore et donner naissance à des adultes. Donc, ces moustiques peuvent potentiellement arriver. Mais le Zika n'est pas que transmis par les moustiques, c'est aussi une maladie à transmission sexuelle. Donc, avec le brassage des populations que nous avons actuellement, le risque est là. Et les autorités au niveau sanitaire sont interpellées pour mettre en place des systèmes de surveillance. Alors, docteur Lucien Toko, voilà donc ainsi défini le moustique vecteur du virus Zika. Et la nouvelle donne, le Zika n'est pas que transmissible par les moustiques, mais sexuellement aussi. Oui, le Zika, malheureusement, est aussi transmis par voie sexuelle. Et ce que nous avons, la preuve que nous avons aujourd'hui, c'est que ça se transmet surtout, on a la preuve que ça se transmet de l'homme à la femme. On n'a pas encore la preuve que ça se transmet de manière... L'inverse n'est pas encore démontré. Et cela veut dire quoi? Il y a une petite différence entre, par exemple, la transmission du sida et qui peut se faire dans les deux sens, parce que tout ça, ça augmente les risques. Si ça se transmet aussi de la femme à l'homme, ça augmente les risques. En ce sens que il faut aller rechercher, est-ce qu'en dehors du sperme, est-ce qu'il y a d'autres liquides biologiques qui contiennent le virus? C'est cela qui est vraiment un problème actuellement. On ne sait pas, on n'a pas la preuve, donc, mais il faut prendre des dispositions. Et je pense que ça augmente les risques. Vous venez de le dire à l'entame de cette émission, qu'il y a donc des mesures supplémentaires qu'il faut prendre. Et c'est fondamental. Alors, Jean-Pierre Chicoine, dites-nous, c'est quoi la lecture que vous en faites? Ça fait plus d'exposition, ça va vite exploser, parce que si on s'était juste arrêté à la contamination par moustique, on pourrait se dire, ben, il n'y a pas ce genre de moustique ici et là, mais là, que ça soit contaminable par voie sexuelle. Oui, bien sûr, lorsqu'on regarde les données qui sont déjà sorties ou disponibles, ou si on regarde un petit peu en arrière ce qui s'est passé sur Zika, Zika existe depuis 1947. Il ne faut pas oublier que le moustique a été découvert en 1947 et qui a cheminé un peu partout à travers le monde, et ce n'est que depuis 1 an ou 2 qu'on en entend davantage parler. Effectivement, avec la transmission sexuelle, on peut penser qu'il pourrait avoir explosion. Mais il y a quand même une sensibilisation des populations, des personnes maintenant à travers le monde, compte tenu de l'exposition à différentes maladies. Donc, les gens vont peut-être chercher davantage à se protéger, à avoir une relation sexuelle protégée au cas où. Donc, on espère que cet aspect de protection aussi va être de mise pour la fièvre Zika, sinon ça risque d'être grave. Très grave, oui. Alors, Lucien Toko, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Très rapidement, un tour de table, toujours pour clôturer par rapport à Zika et, si vous voulez, par rapport aux deux maladies qui ont précédé. Et pour clôturer, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a des initiatives qui se prennent au niveau de la sous-région. Vous savez, nous sommes en train de vivre depuis un moment en Afrique des épidémies, je veux dire dans le monde, l'émergence des épidémies à virus. Nous avons eu Ebola, nous avons eu Lassa, et nous sommes en train de vivre Zika. Et l'Afrique doit se préparer. La plupart du temps, on attend que les autres réagissent avant de nous mettre.
maintenant, je crois que nous avions déjà assez d'expérience et ces expériences, nous devons les capitaliser. C'est à ce sujet que la semaine dernière, nous étions à une réunion convoquée par la Société africaine du sida qui a pris l'initiative de rassembler des experts au cours d'un symposium qui va se tenir entre le Ghana et le Bénin. Probablement, nous aurons souhaité que cela se tienne au Bénin. Étant donné l'expérience que nous avons pour cette gestion, le Ghana, c'est vrai, n'a pas encore vécu cette expérience, mais l'initiative vient d'une société africaine qui a son secrétariat permanent à Accra. Il nous a invités à réfléchir sur la préparation de ce symposium-là pour donner à l'Afrique les outils, vu son expérience, pour se préparer à faire face aux virus émergents. Et aux crises sanitaires de manière générale. Voilà. Donc je crois que ça va être un élément fondamental que nous devions vivre ce jour. Et je voudrais donc inviter nos États à beaucoup plus d'engagement vers la prise en compte de la santé des populations. Et à conjuguer les efforts également. Surtout avec les partenaires qui nous soutiennent. Je profite pour remercier tous les partenaires. Ils en sont un nombre innombrable au Bénin, au Sam Merci Québec. Lucien Toko. Alors Jean-Pierre Chicoine, un dernier mot, très rapidement. Oui, un dernier mot. Je pense qu'il faut restituer ces différentes maladies dans le cadre du droit à la santé des populations. Et qu'on s'aperçoit que malheureusement, plus il y a d'inégalités sur notre planète, ce sont les plus défavorisés qui en souffrent. Et quand on regarde les cas d'Ebola ou de Lassa, ce sont particulièrement les femmes qui sont touchées. Donc moi, j'invite à ce qu'on lutte davantage contre les inégalités, parce que c'est avec ces inégalités-là qu'on ne peut pas rendre les services à toute la population. Merci. Merci à vous, Jean-Pierre Chicoine, Lucien Toko. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Ravi de vous avoir reçu sur le plateau de Angle de Vue sur SICA. C'était donc votre numéro de Angle de Vue. À bientôt.